La nourriture ne commence pas dans les supermarchés, ni sur les étagères. Elle commence ici, dans des champs silencieux, comme une simple graine dans le sol. Avant les marques ou les prix, il n'y a que la terre, l'eau, le soleil et des mains patientes. FR, c'est le véritable début de chaque repas. Un partenariat entre la nature et l'homme. L'histoire de notre nourriture s'écrit ici, sillon après sillon. Je voudrais partager quelque chose de personnel avec vous, car cela explique pourquoi ce sujet me tient tant à cœur. Je m'appelle Casey Hamlin, et j'ai grandi dans une petite ferme laitière près de Clovis, en Californie, juste à côté de Fresno. J'ai commencé à travailler à la grange quand j'avais environ 3 ans. Ce n'était pas un passe-temps, c'était le quotidien. Avant et après l'école, 7 jours sur 7, nous trayions les vaches. Les vaches ne prennent pas de vacances. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup joué au football, ou fait de sport organisé. La ferme passait toujours en premier. En plus de l'élevage laitier, nous cultivions de la luzerne, du maïs, du coton et des melons, et chaque saison dépendait de l'eau, de la météo, du climat et d'un travail acharné. Alors quand je parle d'agriculture aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, je ne parle pas de théorie, je l'ai vécu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir des choses super intéressantes sur l'origine réelle de la nourriture sur votre table. Des choses que la plupart des gens ne voient jamais. Il ne s'agit pas de supermarché ou d'étiquettes, il s'agit de la terre, de l'eau, du risque et des gens qui le rendent possible. La terre, l'eau et la météo. Ce sont les forces avec lesquelles chaque agriculteur doit travailler. La terre est vivante, l'eau est la vie, et la météo est l'élément imprévisible du jeu. Ensemble, ils façonnent chaque récolte. L'agriculture est une danse avec ces éléments, une relation qui se construit au fil des saisons et des vies entières. Après la terre, l'eau et la météo, vient le travail. C'est l'énergie humaine qui relie tous les éléments. L'agriculture est un engagement pratique, des matins tôt, des nuits tardives et des soins constants. C'est un contrat tacite, écrit avec la sueur et les mains calleuses. La terre offre l'opportunité, mais c'est le travail qui la concrétise. Nous allons nous pencher sur l'agriculture de 2 pays voisins, les États-Unis et le Mexique. Ils partagent une longue frontière, une histoire commune et une relation agricole profonde. À première vue, leurs pratiques agricoles peuvent sembler très différentes. Aux États-Unis, nous voyons souvent de vastes champs uniformes s'étendant à perte de vue. Nous voyons d'énormes machines et des technologies de pointe, comme les systèmes d'irrigation à pivot central, qui arrosent des cercles verts par Papo, Oro, Raffer, Dandry, Dots. L'échelle peut être immense, axée sur l'efficacité et la maintenance et la mécanisation. C'est un système conçu pour produire de grandes quantités de nourriture pour un marché mondial, un témoignage de prouesse industrielle et technologique. Au Mexique, le tableau peut être différent. Nous pourrions voir des champs plus petits, souvent nichés dans des vallées ou en terrasses à flanc de montagne. Nous voyons une agriculture profondément liée aux traditions et aux paysages locaux. Nous voyons des méthodes ancestrales comme l'irrigation par gravité, où l'eau est soigneusement acheminée à travers des fossés et des canaux creusés à la main. Cette approche nécessite souvent plus de travail manuel, s'appuyant sur les connaissances communautaires et une relation intime et personnelle avec la terre. Elle représente une histoire de l'agriculture qui a nourri les gens pendant des siècles. Ces méthodes sont façonnées par la géographie et le climat spécifique, une réponse directe à l'environnement immédiat. Pourtant, malgré ces différences de méthode et d'échelle, le but fondamental est exactement le même. Un agriculteur de l'Iowa et un agriculteur de Oaxaca se lèvent avec le même objectif, cultiver de la nourriture. Tous deux font face aux mêmes défis fondamentaux. Tous deux s'inquiètent de la pluie, de la santé de leur sol et du moment de la récolte. Tous deux portent le poids de la responsabilité pour leur récolte et pour les personnes qu'elles nourriront. Les outils peuvent changer, l'échelle de l'opération peut différer, mais l'essence du travail reste constante. Tous deux sont les gardiens de la terre, travaillant à en tirer la vie. Ce but partagé les unit plus que n'importe quelle frontière qu'une carte peut dessiner. Les systèmes alimentaires des deux nations sont profondément liés. Les produits cultivés au Mexique nourrissent les familles aux États-Unis.
et les technologies développées aux États-Unis sont souvent utilisées par les agriculteurs au Mexique. Il y a un échange constant de biens, de connaissances et de main-d'œuvre. Ce documentaire explorera ce terrain partagé. Il ira au-delà des différences superficielles pour trouver les fils communs qui unissent les agriculteurs des deux pays. C'est une histoire non pas de contraste, mais de chemins parallèles vers un objectif unique et vital: cultiver la terre et nourrir les autres. Avant qu'un produit n'obtienne une étiquette, il a une vie. Il commence comme une graine, façonnée par le soleil, la pluie, la terre et les mains qui le cultivent. En magasin, nous ne voyons que l'étiquette, pas le voyage. Ce documentaire lève le voile et révèle le respect, le savoir-faire et le travail acharné qui se cachent derrière chaque bouchée. L'histoire de chaque récolte commence dans le sol. Il est plus qu'une simple terre. Il est la peau vivante de notre planète, unique dans chaque champ. Un agriculteur connaît son sol comme un bon ami, comprend ce dont il a besoin et en prend soin pour les générations à venir. Le sol est un partenaire silencieux et patient dans le travail agricole. Au Mexique, l'eau ne tombe pas du ciel en rideau. Elle se déplace silencieusement, guidée par la gravité. Depuis des siècles, les agriculteurs utilisent l'irrigation par gravité. L'eau s'écoule des ruisseaux de montagne à travers des canaux creusés à la main, atteignant les cultures avec soin et précision. Cet ancien système communautaire lie les gens à la terre, transformant les champs arides en oasis verdoyantes et soutenant la vie à chaque goutte. Les fossés qui acheminent l'eau sont les artères vitales de la ferme. Ils exigent un entretien constant, enlever la boue, désherber et diriger l'eau avec de simples vannes. Ce travail manuel, souvent effectué par toute la communauté, est à la fois un rituel et une nécessité. L'entretien de ces artères de terre fait battre le cœur de la ferme, saison après saison. Aïe daouai! Au cœur des États-Unis, les systèmes d'irrigation à pivot central dessinent des cercles verts parfaits dans le paysage. Ces immenses systèmes automatisés tournent autour d'un puits central, puisant l'eau des profondeurs pour nourrir les cultures. Ils ont révolutionné l'agriculture, permettant aux agriculteurs de prospérer même dans les régions arides, une solution industrielle au défi éternel d'acheminer l'eau vers les champs. Qu'elle s'écoule par un fossé creusé à la main, ou qu'elle soit pulvérisée par un bras mécanique, l'eau est le facteur limitant le plus important en agriculture. La quête de l'eau est une lutte constante et universelle qui façonne l'agriculture au Mexique comme aux États-Unis. Dans les régions arides et semi-arides, qui couvrent de grandes parties des deux pays, la pluie est rare et peu fiable. Un agriculteur ne peut pas simplement planter des graines et espérer le meilleur. Il doit avoir un plan d'irrigation. La structure entière de la ferme, les choix des cultures et le rythme du travail sont dictés par la disponibilité et la gestion de l'eau. C'est une ressource plus précieuse que l'or. Cette quête stimule l'innovation. Au Mexique, elle a conduit au développement de systèmes d'irrigation par gravité sophistiqués et de pratiques de gestion communautaire qui perdurent depuis des siècles. Elle conduit également au forage de pluie, pour puiser dans les nappes phréatiques et compléter les débits de surface. Aux États-Unis, la soif du pays a conduit à la création de projets hydrauliques massifs, y compris des barrages et des canaux qui transportent l'eau sur des centaines de kilomètres, ainsi que la technologie d'irrigation à pivot central qui puise dans d'anciennes nappes phréatiques. Les deux approches sont des réponses humaines au défi fondamental de faire fleurir le désert, d'apporter la vie à un paysage aride. La responsabilité de gérer cette ressource est immense. Un agriculteur doit prendre des décisions difficiles chaque jour. De combien d'eau la plante a-t-elle besoin à ce stade de croissance? Puis-je me permettre d'irriguer aujourd'hui, ou devrais-je attendre et espérer la pluie? Dans les zones où l'eau est puisée dans des aquifères souterrains, il y a la préoccupation supplémentaire de l'épuisement. Ces réservoirs souterrains peuvent prendre des milliers d'années pour se reconstituer. Utiliser l'eau plus rapidement qu'elle ne peut se renouveler n'est pas une pratique durable. Cela crée une tension profonde entre le besoin à court terme de cultiver
et le besoin à long terme de préserver la source d'eau pour les générations futures. C'est une crise silencieuse qui se joue dans les champs de tout le continent. Les agriculteurs sont en première ligne, s'adaptant constamment et cherchant des moyens d'utiliser l'eau plus efficacement. Ils utilisent des capteurs d'humidité du sol pour savoir exactement quand irriguer. Ils déploient des systèmes d'irrigation au goutte à goutte qui délivrent l'eau directement aux racines des plantes avec une perte minimale. Ils expérimentent des variétés de cultures résistantes à la sécheresse. La quête de l'eau ne consiste pas seulement à en trouver plus. Il s'agit de plus en plus de faire plus avec moins. C'est un défi à haut risque qui exige ingéniosité, prévoyance et un profond respect pour cet élément fini et essentiel de la vie. Un sol sain est le bien le plus précieux d'un agriculteur, un fondement vivant qui soutient toute vie à la ferme. Mais la santé des sols n'est pas acquise. Elle est le résultat d'une gestion attentive et à long terme. Depuis des générations, les agriculteurs savent, qu'on ne peut pas continuellement prélever sur le sol sans lui rendre. Des pratiques comme la rotation des cultures, où différentes cultures sont cultivées successivement sur un champ, aident à maintenir un équilibre nutritif. La culture de légumineuses comme les haricots ou la luzerne peut naturellement enrichir le sol en azote et réduire le besoin d'engrais chimiques. Ce sont des méthodes éprouvées pour préserver la fertilité du sol. Une autre pratique clé est l'utilisation de cultures de couverture, également appelées engrais verts. Au lieu de laisser un champ en jachère hors saison, un agriculteur pourrait planter une culture comme le seigle ou le trèfle. Ces cultures ne sont destinées à être récoltées pour la vente. Leur but est de protéger le sol. Leurs racines retiennent le sol, l'empêchant d'être emporté par la pluie ou le vent. Lorsque ces cultures de couverture sont réincorporées dans le sol, elles ajoutent de précieuses matières organiques, ce qui améliore la structure du sol, sa capacité de rétention d'eau et sa fertilité générale. C'est comme donner au sol une couverture protectrice et un repas nutritif. Ces dernières années, il y a eu un mouvement croissant vers des pratiques telles que le semi-direct ou le travail du sol de conservation. Dans l'agriculture traditionnelle, le sol est labouré ou travaillé avant chaque semis. Bien que cela crée un lit de semences propres, cela peut également perturber l'écosystème du sol, entraînant érosion et perte de matière organique. Avec le semi-direct, la nouvelle culture est plantée directement dans les résidus de la culture précédente. Cela minimise la perturbation du sol, ce qui aide à construire une structure de sol saine, augmente l'infiltration de l'eau et séquestre plus de carbone dans le sol. C'est une forme d'agriculture qui tente d'imiter les processus naturels d'une prairie ou d'un sol forestier. Prendre soin du sol est un investissement à long terme. Les avantages ne sont pas toujours visibles en une seule saison, mais ils s'accumulent avec le temps. Un sol plus sain mène à des plantes plus saines, plus résistantes à la sécheresse et aux maladies. Cela peut réduire le besoin d'intrants coûteux comme les engrais et les pesticides. Plus important encore, cela garantit que la terre reste productive pour les générations futures. Pour de nombreux agriculteurs, c'est une profonde responsabilité. Ils se considèrent comme les gardiens d'un héritage, travaillant pour laisser la terre dans un meilleur état qu'ils ne l'ont trouvé. Cet engagement envers le fondement invisible est la marque d'un agriculteur véritablement expérimenté et dévoué. Lorsque nous comparons les méthodes d'irrigation au Mexique et aux États-Unis, nous voyons deux philosophies distinctes pour résoudre le même problème. Dans les systèmes traditionnels mexicains alimentés par gravité, l'approche est communautaire et adaptable. L'eau est traitée comme une ressource collective, gérée par la communauté pour le bénéfice de tous. Le système utilise les contours naturels du terrain et s'appuie sur des principes simples et durables. Cela demande un haut degré de coopération sociale et de travail manuel. L'agriculteur est intimement impliqué dans le processus, marchant à travers les champs et guidant l'eau. Cela favorise un lien profond et personnel avec l'eau et la terre qu'elle nourrit. Aux États-Unis, en particulier dans l'agriculture à grande échelle, l'approche est souvent plus individualiste et technologique. Le système à pivot central permet à un seul agriculteur de gérer l'irrigation d'une vaste superficie, avec une précision et une efficacité remarquables. Il repose sur des investissements en capital, des machines et de l'énergie pour pomper et distribuer l'eau. L'objectif est de maximiser le contrôle et la productivité. Ce système a permis la production de quantités massives de nourriture, mais il crée également une distance entre l'agriculteur et la ressource.
L'eau est souvent invisible, pompée des profondeurs du sous-sol et distribuée par un système automatisé, contrôlé par un ordinateur ou un smartphone. Aucun système n'est intrinsèquement supérieur à l'autre. Chacun est le produit de son contexte historique, économique et écologique spécifique. Les systèmes alimentés par gravité conviennent aux exploitations plus petites et diversifiées, sur des terrains variés, et sont résilients dans leur simplicité. Les systèmes à pivot central sont conçus pour les grands champs plats et la production à l'échelle industrielle. Les deux méthodes ont leurs propres forces et faiblesses. Les fossés communautaires peuvent être source de litiges sur les droits d'eau, tandis que les puits profonds alimentant les pivots sont confrontés à la menace à long terme de l'épuisement des aquifères. Les deux systèmes exigent des compétences, des connaissances et une gestion minutieuse pour être efficaces. Ce que cette comparaison révèle, c'est l'ingéniosité des agriculteurs à s'adapter à leurs circonstances. Ils utilisent les outils et les connaissances à leur disposition pour résoudre l'équation fondamentale de l'agriculture. Terre plus eau égale nourriture. Les méthodes peuvent sembler être aux antipodes l'une de l'autre, mais le défi sous-jacent est le même. Alors que l'eau devient une ressource de plus en plus rare et disputée à l'échelle mondiale, il y a beaucoup à apprendre des deux approches. L'approche communautaire de l'un et l'efficacité technologique de l'autre offrent de précieuses leçons pour l'avenir de l'agriculture dans un monde assoiffé. L'objectif commun demeure, faire en sorte que chaque goutte compte. Avant qu'une seule graine ne puisse être plantée, le sol doit être préparé. Tout commence par la terre. Elle doit être préparée, planifiée, et la meilleure méthode choisie. Des sillons sont tracés, des nutriments ajoutés, et chaque action est un investissement dans la future récolte. Ce travail silencieux et minutieux est la base de l'abondance. Le champ est maintenant prêt. Semer est un acte d'espoir, confier de minuscules graines à la terre, que ce soit à la main ou à la machine. À travers les générations et les continents, les agriculteurs préparent, plantent et attendent, unis par la même anticipation. Le travail de préparation est terminé, et le miracle silencieux de la croissance commence. Une fois les graines semées, une attente silencieuse commence. Sous terre, les graines s'éveillent, les racines s'enfoncent et les germes cherchent la lumière du soleil. Les premières pousses vertes apportent soulagement et espoir à l'agriculteur. Ce stade fragile est plein de risques, mais lorsque le champ devient vert, la promesse de la récolte commence à prendre forme. À mesure que les pousses grandissent, la géométrie du champ devient évidente, de longues rangées droites qui s'étendent sur des kilomètres, un témoignage de planification minutieuse. Ces rangées permettent à la lumière du soleil et à l'air d'atteindre chaque plante, créent des chemins pour l'eau, les hommes et les machines, et aident chaque culture à prospérer. Le résultat, un paysage à la fois sauvage et contrôlé, façonné par les mains de l'homme et la nature. Les plantes ont besoin de la juste quantité d'eau. Trop peu, et elles se fanent. Trop, et elles se noient. Le défi pour l'agriculteur est de trouver le parfait équilibre, adapté à la météo, à l'âge des plantes et au sol. La technologie, comme les capteurs de sol, ou les propres samtens à mindbedrownens, bind den tauder en brier eller ergeisich, ker enber gauldri perstanser en daudin stalkerseden kubaichen kerbery, Adder décider quand et combien arroser, qu'il s'agisse d'un pivot de haute technologie au Nebraska ou d'une marche attentive à travers Ouachita, l'objectif est le même, des plantes saines et bien hydratées. Le rythme de l'arrosage est une danse avec la nature, qui change à chaque saison et à chaque tempête. En fin de compte, il s'agit de savoir quand une plante assoiffée a besoin de boire. La lumière du soleil est le véritable carburant de chaque champ. Chaque feuille est comme un petit panneau solaire, convertissant la lumière en sucre, le moteur de la croissance et du rendement. Les agriculteurs aménagent leurs champs et choisissent les plantes de manière à capter cette énergie de la meilleure façon possible. Ils ne peuvent pas contrôler le soleil, mais ils peuvent planifier les semis et gérer le feuillage pour qu'ils reçoivent une lumière optimale.
Un champ sain est un moteur vivant qui transforme silencieusement la lumière du soleil en vie. Aucune irrigation ou fertilisation ne peut remplacer l'acte simple d'une feuille qui s'étire vers le soleil. L'agriculture est autant une question d'observation que de travail acharné. Inspecter les cultures, marcher dans les rangs, examiner les feuilles, repérer les problèmes tôt, empêche les petites difficultés de devenir de grands problèmes. Que ce soit à la main, avec des drones, ou avec des véhicules tout-terrain, les yeux de l'agriculteur sont toujours à la recherche de parasites, de maladies ou de problèmes de nutriments. Cette vigilance est la première ligne de défense pour une récolte saine. Les outils peuvent de certes différents, mais le but est le même, protéger la récolte avant que les dommages ne se propagent. Un agriculteur vigilant est la meilleure assurance qu'un champ puisse avoir, comme on dit en France, in day id star en brow. En per saki nei Saugenai Gregorian. Les mauvaises herbes et les parasites sont des menaces constantes, en concurrence pour les ressources, et nuisent à la récolte. Les agriculteurs les combattent avec des outils manuels, des machines ou des produits chimiques soigneusement sélectionnés. Toujours à la recherche de l'équilibre, pas de l'éradication totale. La lutte intégrée combine tradition et science, cultures résistantes, insectes utiles et traitements ciblés. L'objectif est de maintenir les menaces en dessous des niveaux nuisibles, pas de les éliminer complètement. Chaque champ est un champ de bataille, mais des tactiques intelligentes et durables gagnent la guerre. Protéger les cultures, c'est travailler avec la nature, pas seulement contre elle. Le meilleur engrais est l'ombre du cultivateur, une présence et des soins constants. Une attention quotidienne permet aux agriculteurs de détecter les problèmes tôt, qu'il s'agisse de terre sèche ou de clôture cassée, que ce soit sur 2 acres ou 10 000. La vigilance fait toute la différence. La technologie élargit la portée du cultivateur, mais le principe reste le même, être présent, être attentif. La santé de la récolte reflète le dévouement et l'habileté du cultivateur. Un champ cultivé, avec soin, produira toujours plus. Les plantes parlent à travers leurs feuilles, leurs tiges et leurs postures. Un agriculteur expérimenté lit ces signes, feuilles jaunies, tiges flétries ou couleurs inhabituelles, pour diagnostiquer les problèmes. Ce langage visuel guide une action précise, le bon nutriment, le traitement adapté, au moment exact. C'est un travail de détective qui combine l'observation, l'expérience et l'intuition. Comprendre ces signes fait de l'agriculteur un véritable médecin des plantes. Les meilleurs agriculteurs écoutent ce que écoutent ce que leurs plantes leur disent et réagissent avec soin. La période de croissance et d'entretien est, vous savez, comme une marche lente, une progression constante d'un jeune plant fragile à une plante robuste et mature. C'est une phase marquée par la patience et la persévérance. Il n'y a pas de changement spectaculaire, du jour au lendemain. Imaginez un bon viticulteur français qui sait qu'un grand vin prend du temps. Au lieu de cela, la croissance est un processus graduel, étape par étape. Jour après jour, les plantes grandissent un petit peu. Les tiges deviennent un peu plus épaisses et les feuilles captent un peu plus de lumière du soleil. Le rôle de l'agriculteur pendant cette période est de soutenir ce développement lent et constant. C'est un marathon, pas un sprint qui exige un effort et une attention constants sur plusieurs semaines et mois, comme la construction d'une maison à colombage, pierre après pierre, ou plutôt feuille après feuille. Le rythme de travail est dicté par les besoins de la récolte et le tempo de la saison. Pendant les premières semaines, il s'agit de lutter contre les mauvaises herbes et de s'assurer que les jeunes plantes ont suffisamment d'eau pour s'établir. Au fur et à mesure que les plantes grandissent et forment une canopée, elles ombragent de nombreuses mauvaises herbes et l'agriculteur peut se concentrer sur la surveillance des ravageurs et des maladies. Vient ensuite la phase critique de la floraison et de la pollinisation, un moment délicat
qui déterminera le rendement final. Après cela, la plante entre dans sa phase finale, consacrant toute son énergie au développement du fruit, du grain ou du tubercule qui sera récolté. Pendant cette longue période, l'agriculteur anticipe toujours la prochaine phase. Il pense aux futurs besoins en eau et en nutriments des plantes. Il surveille les prévisions météorologiques et essaie de planifier leur travail autour des pluies ou des vagues de chaleur. C'est comme une partie d'échec contre la nature. Ils préparent leur équipement pour la récolte, qui est encore à des semaines ou des mois. Cette pensée prospective est essentielle. Un agriculteur vit toujours simultanément dans le présent et le futur, cultivant la récolte telle qu'elle est aujourd'hui, tout en planifiant ce qu'elle sera demain. Cette marche lente est un voyage d'accumulation. Chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil et chaque nutriment dans le sol contribuent au résultat final. Le rôle de l'agriculteur est de faciliter cette accumulation, d'éliminer les obstacles et de fournir le soutien qui permet à la plante d'atteindre son plein potentiel. Lorsque nous regardons un champ approcher de sa maturité, nous voyons l'aboutissement d'une saison de ce travail patient. Les hautes tiges de maïs, les lourds épis de blé, les vignes de tomates chargées de fruits, ils sont l'incarnation de ce processus de croissance lent et régulier, un témoignage du pouvoir du temps, des soins et de la persévérance. Dans l'agriculture moderne, le tracteur est l'outil emblématique. Puissant, polyvalent et indispensable, c'est en quelque sorte la Porsche du paysan parmi les machines. Il a remplacé la force de travail animale et humaine, apportant la puissance du moteur dans les champs. Un véritable progrès, comparable à l'industrialisation dans la région de la Ruhr. Les tracteurs tirent, poussent et actionnent des outils qui préparent le sol, sèment les graines et combattent les mauvaises herbes. Un véritable touche-à-tout dans les champs. Aujourd'hui, le tracteur est un poste de commande climatisé, rempli de technologies de pointe, presque comme un bureau high-tech sur roue. C'est le compagnon indispensable qui rend l'agriculture moderne possible, une véritable colonne vertébrale de l'économie agricole allemande. Le tracteur fournit la puissance, mais ce sont les outils qu'il tire, charrue, herse, cultivateur, qui donnent sa forme à la terre. Ces outils préparent le sol, que ce soit en le retournant, en le coupant ou en le travaillant doucement pour la prochaine culture. Choisir le bon outil est un art qui demande habileté et connaissance pour créer la toile parfaite pour les semis. Une fois le sol préparé, les semoirs et les planteuses ont pour mission de déposer précisément les graines à la bonne profondeur et à l'espacement optimal pour une croissance idéale. Les machines modernes utilisent des systèmes de dosage et de vide avancés pour garantir cette précision. Cette technologie permet d'obtenir des peuplements uniformes et sains, donnant à chaque graine la meilleure chance de se développer. Tout au long de la saison de croissance, l'agriculteur doit protéger ses cultures de la pression constante des mauvaises herbes, des insectes et des maladies. Dans l'agriculture moderne à grande échelle, cela est souvent accompli avec une machine appelée pulvérisateur agricole. Un pulvérisateur automoteur est un véhicule hautement spécialisé avec de longues rampes légères qui peuvent s'étendre jusqu'à 30 mètres ou plus de large. Ces rampes sont équipées d'une série de buses qui transforment le liquide du réservoir en une fine brume ciblée qui peut être appliquée uniformément sur la culture en croissance. La garde au sol élevé de la machine lui permet de passer au-dessus des cultures matures sans les endommager. La technologie de ces pulvérisateurs est conçue pour la précision et l'efficacité, dans le but d'appliquer précisément ce qui est nécessaire, exactement là où c'est nécessaire. Chaque buse peut souvent être contrôlée individuellement par l'ordinateur de bord. En utilisant le GPS et les cartes de champ, le pulvérisateur peut automatiquement allumer et éteindre les buses lorsqu'il traverse différentes sections du champ. Cela évite le surdosage et garantit que le pulvérisateur n'applique pas de produits dans des zones où ils ne sont pas nécessaires, comme les cours d'eau ou les bords de champs. Cette technologie, connue sous le nom de contrôle de section, permet d'économiser de l'argent et de réduire considérablement l'impact environnemental de la pulvérisation. Une autre avancée est l'utilisation de capteurs et même d'intelligence artificielle pour rendre la pulvérisation encore plus précise.
Certains pulvérisateurs sont équipés de caméras qui peuvent détecter les mauvaises herbes en temps réel. Le logiciel du système active alors uniquement les buses spécifiques qui se trouvent directement au-dessus d'une mauvaise herbe. Une pratique appelée « voir et pulvériser ». Cela peut réduire l'utilisation d'herbicides jusqu'à 90% par rapport à la pulvérisation de tout le champ. C'est un exemple impressionnant de la façon dont la technologie aide les agriculteurs à être plus sélectifs et durables dans leurs pratiques de lutte antiparasitaire, en traitant le problème plutôt que tout le champ. Bien que ces grandes machines soient impressionnantes, la pulvérisation se fait aussi à plus petite échelle. Au Mexique ou dans de plus petites fermes biologiques en Allemagne, un agriculteur pourrait utiliser un pulvérisateur à dos pour traiter les zones problématiques. Cette méthode manuelle permet un très haut degré de précision, garantissant que seules les plantes cibles sont traitées. Que l'outil soit un géant automoteur de haute technologie ou un simple pulvérisateur à dos, le principe est le même. Le pulvérisateur est un outil pour appliquer une dose précise de protection, un moyen pour l'agriculteur de défendre ses cultures contre les nombreuses menaces qui pourraient compromettre la récolte. Bien que les machines dominent de nombreux aspects de l'agriculture moderne, le facteur humain reste absolument indispensable. Le travail de la production alimentaire est et a toujours été une collaboration entre les êtres humains, la terre et les outils qu'ils utilisent. Dans de nombreux types d'agriculture, en particulier dans la culture des fruits et légumes, il y a des tâches que les machines ne peuvent tout simplement pas accomplir avec la finesse et le jugement nécessaires. La cueillette délicate d'une tomate mûre, la taille experte d'une vigne ou la récolte sélective des fraises exigent le jugement et le toucher subtil d'une main humaine. Ici, les travailleurs agricoles sont le cœur indispensable de l'opération. Ce documentaire observe ces travailleurs à distance respectueuse. Nous ne nous concentrons pas sur les gros plans de visage, mais sur le travail lui-même. Nous voyons le rythme de leur travail, l'habileté de leurs mouvements et leur rôle essentiel dans le système alimentaire. Nous voyons des équipes de personnes se déplaçant à travers un champ, leur présence étant une partie importante du paysage agricole. Ils sont les compagnons des machines, travaillant souvent côte à côte. Une récolteuse mécanique peut ramasser une récolte, mais ce sont souvent les travailleurs qui la trient ensuite, la classent et l'emballent, et effectuent le contrôle qualité, que la machine ne peut pas faire. La relation entre les travailleurs et les machines est une relation de collaboration. Le tracteur prépare le champ, ce qui facilite les semis manuels ou le désherbage. Les systèmes d'irrigation apportent l'eau, permettant ainsi à la récolte que les travailleurs entretiennent de prospérer. Le travail est physiquement exigeant, requérant endurance et habileté. Il est souvent effectué aux premières heures du matin, pour échapper à la chaleur de la journée, une course contre le soleil. L'efficacité d'une équipe de récolte manuelle est remarquable, un effort synchronisé, né de l'expérience et de la communication. Ce sont des experts dans l'art d'Arber. Possédant une connaissance approfondie et pratique de la culture qu'ils travaillent. En montrant les travailleurs comme faisant partie intégrante du processus, nous reconnaissons que la technologie n'a pas remplacé l'humain dans l'agriculture. Elle a transformé la nature de leur travail. L'agriculteur qui conduit le tracteur complexe guidé par GPS et le travailleur qui cueille délicatement un fruit fragile appliquent donc des idées des compétences spécialisées au même objectif final. Ils sont tous des participants au long et complexe voyage qui consiste à acheminer les aliments du champ à la table. Leur travail, qu'il s'agisse de diriger une machine ou de manier un simple couteau, est l'énergie humaine qui propulse l'ensemble du système. La récolte est le point culminant de tout le travail de la saison, le moment où l'agriculteur recueille enfin les fruits de ses efforts et de ses investissements. Pour des cultures comme le maïs, le blé et le soja, la récolte est un processus entièrement mécanisé, réalisé par certaines des machines les plus grandes et les plus puissantes de la ferme. La moissonneuse-batteuse, comme son nom l'indique, est une machine qui combine plusieurs opérations de récolte en un seul passage. Elle coupe la récolte, sépare le grain précieux du reste de la matière végétale, comme les tiges et les feuilles, et stocke le grain nettoyé dans une grande cuve embarquée. Voir une moissonneuse-batteuse moderne en action est, honnêtement,
Une démonstration impressionnante d'une puissance et d'une efficacité incroyables. C'est comme un miracle de la technologie qui se déroule dans nos champs. Une seule machine peut récolter des dizaines d'hectares en une journée, accomplissant le travail qui aurait autrefois nécessité toute une communauté villageoise. On pourrait presque penser que c'est de la magie, mais c'est simplement de la bonne ingénierie allemande. L'avant de la moissonneuse-batteuse est équipé d'un accessoire spécialisé conçu pour une culture spécifique. Un cueilleur de maïs a des becs de ramassage qui guident les tiges dans la machine, tandis qu'une coupe à grains possède une longue barre de coupe qui tranche le blé ou le soja. La machine aspire la plante entière et bat et nettoie méticuleusement le grain grâce à une série de rotors, de tamis et de ventilateurs internes. Le processus est un flux continu, comme une horlogerie bien huilée. Au fur et à mesure que la moissonneuse-batteuse traverse le champ, sa cuve à grains se remplit lentement. Une fois pleine, un tracteur avec une grande remorque à grains roule à côté de la moissonneuse-batteuse. Le conducteur de la moissonneuse-batteuse déploie une longue vis de vidange ou un tuyau de déchargement, transférant le grain récolté dans la remorque sans s'arrêter. C'est l'efficacité à la manière allemande. Cela permet à la moissonneuse-batteuse de continuer à récolter sans interruption, maximisant son efficacité pendant la fenêtre critique et souvent étroite où la récolte atteint son pic de qualité. La remorque à grains transporte ensuite le grain jusqu'en bordure du champ, où il est chargé sur des camions pour être transporté vers un centre de stockage ou un silo. L'essor de la mécanisation dans la récolte a fondamentalement transformé l'échelle et la productivité de l'agriculture. C'est comme la différence entre une charrette à bras et un TGV. Il a rendu possible les vastes champs de céréales dorées qui caractérisent une grande partie du Midwest américain. Mais nous voyons aussi ces paysages impressionnants chez nous. Ces machines représentent le summum de l'ingénierie agricole, le résultat de plus d'un siècle d'innovation. Un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande, si vous voulez. Ce sont les géants du champ, les outils puissants qui ramènent l'abondance de la terre. La récolte, autrefois un processus lent et manuel, est devenue une opération à grande vitesse et de haute technologie, une fin puissante à la saison de croissance. La récolte a un aspect très différent selon la culture. Les machines comme les moissonneuses-batteuses apportent rapidité et efficacité pour les céréales, mais les fruits et légumes délicats nécessitent toujours le toucher délicat de mains expérimentées. Ces deux réalités, machine et main, sont essentielles, chacune étant adaptée à son propre défi. Ensemble, elles assurent la diversité et l'abondance de notre approvisionnement alimentaire. Les machines puissantes qui caractérisent l'agriculture moderne ne sont pas indestructibles. Ce sont des systèmes complexes avec des milliers de pièces mobiles, soumis à un stress et une usure incroyable dans l'environnement poussiéreux et exigeant d'une ferme. Une panne à un moment critique, comme la saison des semailles ou des récoltes, peut être une catastrophe, coûtant à l'agriculteur un temps précieux et de l'argent. Pour cette raison, l'entretien n'est pas une considération secondaire. C'est un volet fondamental du travail. Maintenir ces géants mécaniques en marche est une responsabilité à l'année, exigeant compétences, connaissances et une approche proactive. L'agriculteur doit également être un mécanicien habile. Pendant la morte saison, souvent pendant les froids mois d'hiver, l'atelier de la ferme devient le centre d'activité. C'est alors que les travaux d'entretien et de réparation majeurs sont effectués. Une moissonneuse-batteuse peut être rentrée à l'atelier et partiellement démontée. Les roulements sont vérifiés et graissés, les courroies et les chaînes sont inspectées pour l'usure et remplacées si nécessaire, et les lames sont affûtées ou remplacées. L'agriculteur ou le mécanicien de la ferme passe méticuleusement la machine en revue, en suivant une liste de contrôle pour s'assurer que chaque système est en parfait état. Cet entretien préventif est un investissement visant à éviter une panne coûteuse et chronophage au milieu de la fièvre des récoltes. Même pendant la haute saison, l'entretien quotidien est crucial. Avant que le travail ne commence chaque jour, un agriculteur fait le tour de son tracteur ou de sa moissonneuse-batteuse, effectuant une inspection de routine. Il vérifie tous les niveaux de liquide, huile, liquide de refroidissement, liquide hydraulique. Il recherche les fuites. Il vérifie la pression des pneus. Il graisse les articulations mobiles qui nécessitent une lubrification quotidienne. Il nettoie les filtres à air pour empêcher la poussière de pénétrer dans le moteur. Ce rituel quotidien est comme l'inspection avant vol d'un pilote.
C'est un processus simple mais vital pour s'assurer que la machine est sûre et prête pour le travail de la journée. Cette culture du soin s'étend à tous les outils de la ferme. Les pelles sont nettoyées, les socs de charrue sont peints pour prévenir la rouille, et les petits moteurs sont entretenus. La capacité à réparer l'équipement est une compétence clé pour tout agriculteur. Si une machine tombe en panne dans un champ éloigné, il n'y a pas de temps à perdre à attendre un technicien de service. L'agriculteur doit souvent diagnostiquer et résoudre le problème lui-même, en utilisant les outils et les pièces de rechange qu'il a sous la main. Cette compréhension mécanique profonde et cette autonomie font partie des compétences cachées de l'agriculture. Le partenariat avec les machines ne consiste pas seulement à les faire fonctionner, il s'agit de les comprendre, de les entretenir et de les maintenir en vie. La récolte est le moment vers lequel toute la saison a convergé. Des mois de travail, de patience et d'espoir culminent dans cet acte final. Le rythme lent de la croissance cède la place au travail rapide de la cueillette. Il y a de l'excitation et de la satisfaction à voir le fruit de son labeur, prêt à être récolté. La récolte marque la fin du long cycle de croissance, de manière significative et abondante. La récolte est une course contre la montre. Chaque culture n'a qu'une courte fenêtre pour atteindre son apogée, et la météo est le plus grand adversaire. Les agriculteurs doivent mobiliser le personnel et les machines, travaillant jour et nuit pour éviter les tempêtes. Et light work tindri. Tao, cried crow, abai. Light thine redari wai kai. Les burry bro win. Why, by John est immense. Le travail de toute une année est en jeu, un peu comme la cueillette des asperges au printemps, où chaque heure compte. Le rythme implacable de la récolte est dicté par la nécessité de protéger cet investissement. Un véritable labeur qui, espérons-le, portera ses fruits à la fin. Pour un agriculteur, la récolte est la mesure ultime du succès. Le rendement et la qualité racontent l'histoire de l'année, les boisseaux, les tonnes et le soin apporté à chaque culture. Une bonne récolte est à la fois une récompense et un renouveau. Elle nourrit la famille et prépare la saison suivante. Le cycle continue, année après année. L'agriculture est une affaire, mais elle est différente de la plupart des autres. Un agriculteur fait d'importants investissements financiers au début de l'année, sans garantie de retour. Ils achètent des semences, des engrais, du carburant et de l'équipement, ce qui les oblige souvent à contracter des prêts d'exploitation importants. C'est le risque de l'agriculteur. Ils misent sur leurs propres compétences, sur la fiabilité de leurs machines et surtout sur la coopération de Dame Nature. Le poids de ce risque est porté par un agriculteur chaque jour de la saison de croissance. La récolte est le moment où le résultat de ce pari est enfin révélé. Les risques sont nombreux et omniprésents. Une sécheresse peut faire dépérir les cultures dans les champs, transformant une saison prometteuse en une perte dévastatrice. Une seule tempête de grêle, ne durant que quelques minutes, peut anéantir complètement une récolte et réduire à néant le travail d'une année entière. Une gelée précoce à l'automne peut tuer une récolte avant qu'elle n'ait atteint sa maturité. Les maladies des plantes peuvent se propager à travers un champ, et les infestations d'insectes peuvent décimer une récolte. Ce sont des facteurs qui échappent en grande partie, sinon entièrement, au contrôle de l'agriculteur. Ils peuvent tout faire correctement et échouer quand même, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Au-delà des risques liés à la nature, il y a aussi les risques économiques. Le prix qu'un agriculteur reçoit pour sa récolte est souvent déterminé par les marchés mondiaux, qui peuvent être incroyablement volatiles. Un agriculteur pourrait avoir une récolte fantastique, une récolte record, pour ensuite découvrir que les prix ont tellement baissé qu'il peut à peine couvrir ses coûts. Ils sont preneurs de prix, pas faiseurs de prix, ce qui signifie qu'ils doivent accepter le prix du marché au moment de la vente. Cela ajoute une autre couche d'incertitude à l'entreprise agricole. Une récolte réussie dans les champs ne signifie pas toujours une année réussie dans les livres de compte. Cette prise de risque constante façonne l'état d'esprit d'un agriculteur. Elle favorise un mélange unique d'optimisme et de pragmatisme. Ils doivent être suffisamment optimistes pour semer une récolte chaque printemps, croire en la possibilité de réussir. Mais ils doivent aussi être pragmatiques, gérer leurs finances avec soin et souvent souscrire une assurance récolte pour avoir un filet de sécurité contre les catastrophes. Ce fardeau du risque est lourd.
Il exige de la résilience, du courage et la capacité d'accepter l'incertitude comme une partie fondamentale de la vie. C'est une partie silencieuse, souvent non mentionnée, de la responsabilité de nourrir le monde. La récolte est bien plus qu'une simple cueillette, que ce soit avec d'énormes machines ou des mains habiles. Elle exige une concentration maximale, de l'habileté et des connaissances approfondies. Les conducteurs de machines et les travailleurs saisonniers veillent à ce est-ce que les cultures, ou les trattorie, soient les best en tartun, soient récoltées par brother avec soin. Ainsi, la qualité est préservée du champ à l'assiette. Ce savoir-faire, souvent invisible, est un élément crucial de chaque repas et mérite notre respect et notre reconnaissance. Au moment même où une récolte est rentrée, une nouvelle horloge commence à tourner, celle de la conservation. La récolte n'est que le début. Les céréales sont rapidement acheminées vers les silos, les produits vers les entrepôts frigorifiques, tout cela pour protéger leur qualité. Cette première étape est cruciale. Une mauvaise manipulation peut entraîner des pertes énormes. Une gestion minutieuse garantit que la récolte nous nourrit toute l'année. Le travail de l'agriculteur est une promesse envers la terre et la société, une responsabilité de nous nourrir tous, mais en tant que consommateurs, nous partageons cette responsabilité. Nos choix et le gaspillage alimentaire sont importants et influencent l'ensemble du système. Ensemble, l'agriculteur et le consommateur sont partenaires, interdépendants, connectés du champ à l'assiette. Une fois que le dernier camion a quitté le champ et que le dernier silo est rempli, le travail de l'agriculteur se déplace du champ au bureau. C'est là que le grand livre invisible de la ferme est équilibré. C'est le moment de faire le bilan, de comptabiliser les rendements de l'année non seulement en boisseaux, mais aussi en euros et en centimes. L'agriculteur doit additionner toutes les dépenses encourues au cours de l'année. Le coût des semences, des engrais, des produits chimiques, du carburant, des assurances et des réparations. Ce sont les débits, les investissements faits avec confiance des mois auparavant. Face à ces coûts, il y a les revenus de la vente de la récolte. Cette comptabilité financière est tout aussi cruciale que n'importe quel travail sur le terrain. Elle détermine la rentabilité de la ferme et sa viabilité future. Est-ce que ce fut une bonne année, avec suffisamment de profit pour réinvestir dans l'exploitation et subvenir aux besoins de la famille? Ou est-ce que ce fut une année d'équilibre, où la ferme a tout juste survécu pour replanter? Ou, dans le pire des cas, fût-ce une année de perte, où la ferme s'est enfoncée encore plus dans les dettes? Griner. A year ou par sturi au BC. Verbraker Dobry Rearn, de ce grand livre, raconte une histoire sans phare et honnête de la saison, dénuée de toute romance. C'est la dure réalité de l'agriculture en tant qu'entreprise. Cette comptabilité est également un outil de planification. En analysant les coûts et les rendements de la saison passée, l'agriculteur peut prendre des décisions plus éclairées pour la suivante. Peut-être qu'une culture était plus rentable qu'une autre. Peut-être qu'une nouvelle machine a permis de réduire les coûts de carburant ou de main-d'œuvre. Peut-être qu'un changement de stratégie d'engrais a conduit à un meilleur rendement à moindre coût. Le Grand Livre est un registre riche en données de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. C'est un guide pour l'avenir, qui aide l'agriculteur à affiner ses stratégies, à accroître son efficacité et à gérer plus efficacement ses risques dans les années à venir. Cette partie du travail est rarement perçue par le public. Nous voyons le tracteur dans les champs, mais nous ne voyons pas l'agriculteur la nuit à son bureau, aux prises avec des feuilles de calcul et des relevés bancaires. Pourtant, ce travail est essentiel à la survie de la ferme. Un agriculteur doit être un agronome habile, un mécanicien, un expert en météorologie et aussi un gestionnaire d'entreprise avisé. La capacité à équilibrer les comptes est tout aussi importante que la capacité à conduire droit. Le grand livre invisible est ce qui maintient toute l'exploitation ancrée dans la réalité et garantit que la passion pour l'agriculture est soutenue par un modèle commercial durable. Une fois l'agitation de la moisson terminée et les machines rangées, un calme bienfaisant s'installe à la ferme. L'agriculteur contemple les champs vides, prend une profonde inspiration et regarde en arrière avec gratitude, vers la terre, la pluie et le soleil.
Dans ce moment de silence, il y a le soulagement, la fierté d'avoir accompli son travail et un lien renouvelé avec la terre. Après la récolte, le champ entre dans une phase de repos. L'activité intense de la période de croissance cède la place à l'inactivité silencieuse de l'hiver. Dans les climats plus froids, le sol peut geler et se cacher sous une couverture de neige. Ce n'est pas une période vide, c'est une partie cruciale du cycle agricole, tout comme l'hibernation pour de nombreux animaux. Le repos hivernal permet au sol de se régénérer et de reconstituer ses forces. Le gel et le dégel peuvent améliorer la structure du sol en brisant les couches compactées. La neige, en fondant au printemps, fournira une source d'humidité cruciale pour la prochaine récolte, comme l'eau de fonte dans les Alpes. Le champ n'est pas mort, il dort simplement, un peu comme un ours en hibernation. Pendant cette période, le rythme de travail de l'agriculteur change également. Les longues journées trépidantes de semis et de récolte sont remplacées par le travail plus lent et méthodique de la basse saison. C'est le moment de planifier, de commander les semences pour l'année suivante, de participer à des formations et, surtout, de réparer et d'entretenir le matériel. L'atelier de la ferme est animé, mais les champs sont silencieux. Ce changement de rythme offre à l'agriculteur une pause mentale et physique bien nécessaire, une occasion de se remettre de l'intensité de la saison passée et de se préparer pour la suivante. Le champ endormi recèle la promesse de l'avenir, comme un secret bien gardé. Sous la neige et le sol gelé, le potentiel d'une nouvelle vie sommeille. Les micro-organismes du sol sont inactifs, mais vivants. Les nutriments des résidus de récolte de l'année précédente se décomposent lentement, se préparant à nourrir une nouvelle génération de plantes. La jachère hivernale est un élément essentiel de la durabilité du système, comparable à la bonne vieille jachère verte allemande. Tout comme les humains et les animaux ont besoin de sommeil pour récupérer, la Terre a besoin de cette période de repos pour maintenir sa fertilité et sa santé à long terme. C'est une phase calme et patiente du cycle. En contemplant les champs endormis, l'agriculteur ne voit pas une fin, mais une pause, un temps de répit. Il voit la promesse du printemps, le potentiel d'un nouveau départ. Le cycle de la terre, de l'eau, du temps et du travail va bientôt recommencer. Le champ vide est une toile vierge, attendant que l'agriculteur commence l'histoire d'une nouvelle saison. Cette période de repos est le point final tranquille de la saison des récoltes. Un silence nécessaire avant que la symphonie de la croissance ne recommence. C'est un témoignage de la nature durable et cyclique de l'agriculture et de la promesse infinie de renouveau, comme le cycle éternel de la nature. Alors que le soleil se couche sur les champs, il projette une lumière dorée sur les efforts de toute une saison. La nourriture, c'est de la patience et du travail, un voyage du sol nu à la récolte, façonné par la nature, le labeur et le temps. Avant de devenir une étiquette, ou une marque, c'est le résultat d'innombrables actions minutieuses, exécutées jour après jour, sous le ciel ouvert. Notre exploration de l'agriculture aux États-Unis et au Mexique nous a montré deux mondes distincts. Nous avons vu la puissance technologique des énormes systèmes d'irrigation à pivot central et des moissonneuses-batteuses, traçant des cercles parfaits et des lignes droites à une échelle immense. Nous avons également vu la sagesse ancestrale des canaux d'irrigation alimentés par gravité et la précision de la main humaine, façonnant des champs plus petits en harmonie avec le paysage local. Les outils sont différents, l'échelle est différente, les systèmes économiques sont différents. Il est facile de se concentrer sur ces contrastes, de les voir comme des histoires agricoles distinctes et sans rapport. Mais cela nous ferait manquer le point le plus important de tous. Sous les différences superficielles, il y a un dénominateur commun profond et unificateur. Chaque agriculteur, qu'il soit en Iowa ou à Oaxaca, partage la même relation fondamentale avec la terre. Ils ressentent la même anxiété lorsque le ciel reste dégagé trop longtemps. Ils connaissent la même satisfaction de voir un champ plein de jeunes pousses saines émerger de la terre. Ils portent le même fardeau du risque, misant leur subsistance chaque saison contre les forces imprévisibles de la nature et du marché. Ils sont tous les gardiens du sol, les praticiens d'un métier ancien et les fournisseurs essentiels de notre société. Cette expérience partagée transcende les frontières et les langues. Ce dénominateur commun devrait favoriser un respect profond et partagé pour les agriculteurs du monde entier. Leur travail est l'une des professions les plus essentielles et les plus difficiles au monde, mais elle est souvent l'une des moins comprises. Nous avons perdu le lien avec l'origine de notre nourriture, et dans cette distance,
Nous avons perdu notre appréciation pour les personnes qui la produisent. En observant leur travail, en comprenant leurs défis et en reconnaissant leur savoir-faire, nous pouvons commencer à rétablir ce lien. Le respect commence par la compréhension. Il grandit en reconnaissant l'immense responsabilité que ces personnes assument en notre nom. Il ne s'agit pas de privilégier une méthode par rapport à une autre. Il ne s'agit pas de dire que les petites exploitations sont meilleures que les grandes, ou que la tradition est meilleure que la technologie. Il s'agit de reconnaître la valeur dans les deux. Il s'agit de respecter l'agriculteur dans la cabine du tracteur high-tech et l'agriculteur qui arpente les fossés creusés à la main. Tous deux sont engagés dans le travail vital et noble de nourrir les gens. Ce sont des solutionneurs de problèmes, des innovateurs et des gardiens. Ils méritent notre gratitude et notre respect, non pas comme des figures abstraites, mais comme les individus compétents et dévoués qu'ils sont. À la fin de cette histoire, avec les champs déjà récoltés, si vous trouvez de la valeur dans des vidéos comme celle-ci, je serai ravi de votre soutien. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner et partager cette vidéo. L'abonnement est entièrement gratuit, cela ne vous coûtera pas un centime. Pour l'instant, les chaînes comme la mienne ne se développent qu'avec le temps de visionnage, les j'aime et les abonnés. Je ne suis pas rémunéré pour ces vidéos, à moins que j'atteigne un jour 1000 abonnés. Et même là, le temps de visionnage compte. Si vous souhaitez aider d'une autre petite manière, vous pouvez également m'offrir un café via le lien ci-dessous. Ce n'est jamais obligatoire, mais cela m'aide à continuer à produire ce genre de vidéos éducatives. Et alors que le soleil se couche sur la saison, le cycle plus vaste de l'agriculture se prépare déjà à recommencer. La fin d'une récolte n'est que le prélude aux prochaines semailles. Les champs peuvent reposer sous la neige hivernale, mais l'agriculteur planifie déjà le printemps. Il commande des semences, étudie de nouvelles variétés de cultures et prépare son équipement. L'histoire de l'agriculture n'a pas de véritable fin. C'est un récit continu et cyclique des saisons, un cycle de repos et de travail, de semailles et de récoltes, qui ne connaît pas de dernier chapitre. Ce documentaire était un instantané d'une saison. Nous avons suivi le voyage du sol nu à la récolte complète, mais ce n'est qu'une partie d'un récit beaucoup plus vaste. Que nous apportera la prochaine saison? Sera-ce une année de pluie abondante ou une année de sécheresse? Les nouvelles technologies changeront-elles la façon de travailler? Les agriculteurs adopteront-ils de nouvelles pratiques pour économiser l'eau ou pour construire un sol plus sain? Ces questions restent sans réponse. L'histoire est en perpétuelle évolution. Elle s'écrit toujours dans les champs par les décisions que prennent les agriculteurs et les défis que la nature pose. Nous avons laissé l'histoire ouverte ici pour une raison. Il n'y a pas de fin abrupte, pas de résumé final, des leçons apprises. Le but est simplement de vous laisser avec l'image sereine et contemplative de la terre au repos. C'est une invitation à réfléchir au cycle. Ce champ, maintenant vide, sera le théâtre d'une nouvelle période de croissance. L'histoire continuera, avec de nouveaux risques, de nouveaux défis et de nouveaux triomphes. Il y aura un autre printemps, un autre été et un autre automne. Il y aura de futures vidéos. Vidéo vibur, de yobao, sabersad, et sam, habaigur une dinosaurière pour capturer ces chapitres continus, pour explorer le travail hivernal, les semailles de printemps et la croissance estivale. Alors, laissons-le ici. Nous le laissons avec la dignité silencieuse de la terre et la promesse éternelle de renouveau. L'histoire de l'alimentation est toujours en mouvement. C'est une histoire qui sera racontée encore et encore, à explorer dans ses différentes phases et dans ses différents endroits. Pour l'instant, nous terminons avec le coucher de soleil tranquille, un moment de paix après l'intensité de la récolte. C'est une pause, un souffle, avant que la saison non écrite ne commence. La terre attend, et bientôt, le travail recommencera. Avant de terminer, je voudrais vous laisser avec une simple pensée. La prochaine fois que vous serez à table, prenez un moment pour remercier un agriculteur. L'agriculture n'est pas facile. Une mauvaise saison, une inondation, une sécheresse ou une infestation de parasites peuvent anéantir le travail d'une année entière. C'est un travail acharné et honnête, et sans eux, nous ne mangerions pas tous comme nous le faisons. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. On se retrouve dans la prochaine